La première, c'est ce que j'appelle le refoulement du distributif. En effet, le raisonnement d'Aurélien Barraud, mais c'est le cas pour tous les appels dont il parle et qu'on entend depuis si longtemps, ce raisonnement résonne comme si c'est toute l'humanité qui allait subir la catastrophe écologique, au fond, comme si on était dans une situation où on allait terminer tous perdants, sauf si on prenait les mesures appropriées, auquel cas on terminerait tous gagnants. Or, il n'y a absolument aucune raison rationnelle d'accepter cette manière de poser le problème. Dans l'immense majorité des situations qui ressemblent à ça, eh bien, ce qui se passe quand on se heurte à des limites de ressources ou à l'inefficacité de la production ou autre, eh bien, il y en a qui tirent leur épingle du jeu et d'autres non. Et donc, on pourrait tout à fait poser la question autrement en disant la question n'est pas l'humanité ne va pas survivre, la question est qui va survivre avec quel mode de vie. Ça n'est pas du tout la même question. Mais quand on pose cette question-là, évidemment, ça soulève la question de la distribution, c'est-à-dire qu'il y aura des gagnants et des perdants, et ça crée un énorme malaise. Et l'évitement de ce malaise, c'est ça que j'appelle le refoulement du distributif. C'est l'évitement de ce malaise. Alors je parle d'évitement, ça peut paraître bizarre, parce que vous allez me dire, mais en fait on parle que de ça, les inégalités environnementales. Quand on a un ministère de l'écologie en France, il s'appelle Transition écologique et solidaire, etc. Donc on a l'impression de penser que à ça. Et je vous propose d'écouter deux petits extraits là d'Aurélien Barraud qui montrent ces dimensions et qui amorcent l'évitement en fait. Donc effectivement, il y aura des réfugiés climatiques. L'ONU estime que d'ici une trentaine d'années, donc maintenant, il y aura entre 100 millions et 1 milliard de réfugiés climatiques. C'est absolument gigantesque. Et là, on voit bien que le problème écologique, qui est incontestable, est couplé à un problème social et humain. Comment va-t-on réagir? Et là, je crois que le défi est immense parce qu'il s'agit d'apaiser non seulement notre rapport à la nature, en se repensant finalement comme faisant partie de cette nature, mais aussi bien sûr de s'extraire un peu de cette zone de confort et de ce repliement identitaire dont les catastrophes seraient encore plus considérables lorsque ces grandes migrations se mettront effectivement en marche. Donc vous voyez dans cet extrait à la fois l'annonce d'un conflit énorme à l'échelle planétaire et l'évitement d'une certaine manière de ce conflit. Deuxième extrait. Mais là, on ne parle pas de 200 000 personnes. Les chiffres ONU, actuellement, c'est au minimum 200 millions de réfugiés climatiques, peut-être jusqu'à 1 milliard. Et ce n'est pas dans 20 siècles, c'est dans 30 ans. Et donc ça ne peut pas ne pas faire de guerre. On le voit bien, personne ne va ouvrir ses frontières en disant venez profiter de notre climat tempéré. Donc on est en train de préparer un monde où non seulement les vivants seront en train de s'atrophier, de s'étioler, mais en plus les conséquences secondaires seront des conflits entre les vivants qui restent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie pour mes vieux jours ou la force de l'âge de mes gamins? Je vois pas comment on peut le défendre, quoi. Cette question est une question rhétorique parce que, puisque Aurélien Barraud nous dit par ailleurs que la catastrophe est inévitable, la question n'est pas tellement est-ce qu'on a envie de léguer ce monde. La question c'est, oui, c'est ce monde-là qu'on va léguer. Donc, on pourrait tout à fait embrayer sur une question tout autre. Par exemple, moi, quand j'entends cette annonce d'une guerre inévitable, moi j'ai envie de poser des questions très simples. Cette guerre, est-ce que nous avons des chances de la gagner? Et qui vont être nos ennemis dans cette guerre? Quels vont être les affrontements et qui va mourir dans cette guerre? Est-ce que nos équipements militaires actuels sont adaptés aux formes de guerre? Est-ce qu'on a réfléchi aux formes spécifiques de guerre qui viendront avec ces crises-là? Est-ce que ça ne serait pas une priorité majeure dans la formation de la jeune génération de former les guerriers qui nous permettront de survivre dans cette guerre? Donc, quand quelqu'un annonce une guerre avec des arguments crédibles, pour moi, il y a une étrangeté à ne pas poser la question, est-ce que nous faisons bien ce qu'il faut pour la gagner? Et puis ça pose évidemment la question qui est nous dans cette guerre. Est-ce que nous, c'est la France ou les Français? Est-ce que c'est l'Europe et les Européens? Qui contre qui? En tout cas, c'est... Et or, jamais
dans tous ces appels qui, pour beaucoup, évoquent cette perspective d'affrontement à l'échelle planétaire, tous éludent. C'est-à-dire que la violence est évoquée, mais comme un repoussoir. Elle n'est jamais abordée explicitement comme devant faire l'objet d'une préparation, ou comme étant un des volets clés du débat politique, ou comme étant une dimension majeure de la politique publique et de ce que devrait être la pensée d'une politique publique. Donc déjà, il y a une élision totale de la violence. Pour quelqu'un qui lit des livres d'histoire, il y a quelque chose d'insensé là, qui peut se comprendre, puisque ça fait 2 générations en France que nous n'avons pas été confrontés à la violence qui sous-tend les structures politiques, économiques, et que nous profitons de la situation. Mais le fait de croire que ça va durer indéfiniment, ça, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'illusion. Alors, les conséquences, elles sont très, très problématiques. C'est que du coup, ces dimensions-là, n'étant jamais discutées publiquement, ne sont l'objet que de calculs qu'on ne connaît pas, qu'on n'entend pas, dont on ne peut pas discuter, et dont, avec une certaine hypocrisie, chacun espère qu'il va quand même tirer un peu de sécurité, mais sans avoir envie ni d'en parler, ni d'y réfléchir. Ça, c'était juste une parenthèse sur l'élision de la violence. Mais cette élision de la violence, elle va un peu plus loin en refoulant même la question du distributif, c'est-à-dire des gagnants et des perdants. Même s'il ne s'agit pas de perdre la vie, cette fois-ci, on n'accepte même pas de parler de l'idée que dans le traitement des problèmes de la planète, il peut y avoir des gagnants et des perdants. Ce refoulement de la... Il y a une formule qu'utilise Aurélien Barraud, vous l'avez entendu, c'est la tribu des vivants. C'est évidemment paradoxal, puisque quand on parle de tribu, c'est qu'il y a plusieurs tribus. Donc, au lieu de poser la question « quelles tribus vont tirer leur épingle du jeu dans la crise planétaire ?» on nous dit il y a une seule tribu des vivants, l'humanité, les générations futures. Donc, les 3 formes de refoulement du distributif, la première, c'est un refoulement conceptuel. C'est-à-dire qu'on utilise pour penser la crise environnementale des concepts qui évacuent la dimension distributive. Exemple, l'humanité. L'humanité n'a plus que 10 ans pour échapper aux scénarios les pires de changement climatique. Là, on a évacué le distributif. Plus net encore, la notion de génération future, les générations futures. Mais c'est une pure abstraction, les générations futures. Parce que chaque famille prépare sa génération future, chaque pays, chaque communauté. Mais la question de savoir est-ce que ce sont les générations futures chinoises ou africaines ou européennes qui vont s'en sortir et comment vont-elles s'en sortir et quel va être le mode de vie qu'elles vont utiliser, ça c'est une question distributive. Quand on raisonne en termes de génération future, on fait comme si cet enjeu distributif n'avait aucune importance dans le traitement du problème. Et donc, en fait, chaque fois qu'on utilise des concepts qui, de cette manière-là, gomment la dimension distributive, on est dans ce que j'appelle le refoulement conceptuel du distributif. Le deuxième refoulement, c'est un refoulement normatif, qui consiste à dire le monde est déjà trop inégalitaire, donc il est absolument hors de question d'envisager de manière explicite des résolutions de problèmes qui, même ne serait-ce que fassent perdurer les inégalités actuelles. Et donc, du coup, on raisonne en utilisant comme référentiel des attracteurs normatifs. Par exemple, tout le monde a la même chose, ou tout le monde a droit à la même chose, ou un homme, un quota de ressources sur toute la planète. Or, ces attracteurs n'ont aucun réalisme en termes d'action. Ce sont des attracteurs moraux, on le comprend. On n'a pas encore vu avec le cours de négociation les notions de point focal, etc., qui expliquent que dans le flou, l'incertitude, quand on n'arrive pas à gérer les situations distributives, on se repère par rapport à des attracteurs. Mais si ces attracteurs sont totalement irréalistes en termes d'action,
à ce moment-là, on entre dans des modes de raisonnement qui sont décalés par rapport à la possibilité réelle d'agir. Et du coup, encore une fois, on va agir de manière implicite avec un discours qui dit quelque chose et une action réelle qui fait autre chose parce qu'on est trop décalé sur le plan distributif. Dernier refoulement, le troisième, c'est un refoulement fantasmatique, c'est-à-dire qu'on se raconte que c'est pas un problème. Donc là, je vous repasse encore un petit extrait d'Aurélien Barraud. La décroissance, c'est un mot qui est un peu ambigu. Moi, je crois qu'en termes effectivement matériels, il faut qu'on décroisse. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que le mot décroissance, il est associé intellectuellement à une sorte d'ascétisme triste, en réalité. Et effectivement, ce que déjà tout le monde a dit avant, hein, mais il faut le réenchanter. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience que dans cette forme d'attitude raisonnée, en fait, on n'y perd pas. On n'y perd pas parce que ce n'est qu'une décroissance peut-être qu'en termes de biens matériels, et encore, pas forcément tous, mais globalement, en termes humanistes, en termes animalistes, en termes féministes, enfin moi je pense qu'il y a quand même une connivence entre tous ces combats d'émancipation, on peut complètement y gagner. Donc c'est pas un retour en arrière. Donc en fait là, vous voyez qu'on est dans un refoulement fantasmatique, en ce sens qu'on imagine que la distribution de l'accès aux ressources, aux biens naturels, à l'environnement, etc., n'est pas un facteur pertinent et que, en fait, avec un accès massivement diminué, on pourra, d'une certaine façon, vivre mieux. Alors pourquoi cette question du distributif est essentielle ? La raison clé, au fond, c'est que quand vous regardez pourquoi il y a des échecs dans l'organisation de l'action collective, très souvent, l'action collective, mais même à des échelles toutes petites, hein, quand vous êtes 3, 4, 5, 10, vous dites ce serait vachement bien de faire ça. Très souvent, quand on n'arrive pas à passer à l'action, c'est parce qu'il y a des enjeux distributifs sous-jacents qui n'ont pas été réglés. C'est-à-dire que les participants potentiels à l'action collective ne sont pas au clair pour savoir qui va tirer son épingle du jeu et qui non. Et donc, toute l'analyse des organisations, toute l'expérience de l'organisation de l'action, elle nous montre que quand le distributif n'est pas clair, dans énormément de cas, ça inhibe l'action. Mais ça inhibe l'action d'une manière insidieuse parce que les gens ne vont pas forcément dire que c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne vont pas s'y retrouver autant que l'autre qu'ils ne participent pas de bon cœur à l'action collective. Ils disent oui, oui, je suis prêt et tout, mais en fait, ça sabote de manière souterraine l'action collective. Donc là, on se dit comment ça se fait qu'on ne passe pas à l'action collective, mais on n'est pas du tout prêt à une approche franche de la dimension distributive. Ben oui, c'est tout à fait logique dans un cadre organisationnel que du coup, on ait du mal à agir. Le deuxième point très important, c'est qu'il y a une contradiction fondamentale dans le fait de dire je ne suis pas prêt à assumer des inégalités distributives, alors que je dis que la sauvegarde de la planète est une priorité. Non, si vous pensez que rétablir les justices distributives est une condition sine qua non pour sauver la planète, c'est que c'est plus important pour vous de mener vos luttes distributives que de sauver la planète. Hein, vous connaissez tous l'histoire du jugement de Salomon, les deux mères qui toutes les deux prétendent que le bébé est à elles. C'est seulement au moment où Salomon demande à un garde d'arriver avec son épée pour couper le bébé en deux qu'une des deux femmes s'écrie « Non, 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 je préfère qu'il soit à l'autre ». C'est parce qu'à un moment donné, pour elle, la vie du bébé est prioritaire par rapport à la distribution entre elles. Mais tant qu'on nous dit le problème distributif est un préalable, ben c'est que la planète n'est pas la priorité. Et puis, de manière tout aussi fondamentale, le règlement des problèmes distributifs, en fait, nous vivons dans des sociétés où il est... Comment dire ? On n'est pas les sociétés où ça se passe de la manière la pire. Hein ? C'est-à-dire qu'on peut assez facilement aller voir des pays où c'est pire qu'ici. Or, malgré ça, c'est super tendu. C'est-à-dire c'est extrêmement tendu. Sur les niveaux de vie, les quartiers, les inégalités, les machins, etc. Or,
cet équilibre négocié, qui est déjà très tendu et instable, il a été le résultat de négociations énormes depuis 200 ans ou plus, qui ont petit à petit permis de faire la structure de la société. On ne peut pas séparer l'organisation de la société et la structure par laquelle nous réglons les problèmes distributifs. Et donc, quand nous disons, pour régler la crise de la planète, il faut revoir le modèle d'organisation de la société. Mais le modèle d'organisation de la société, c'est le modèle par lequel nous discutons des enjeux distributifs. Donc si nous ne sommes pas d'accord pour discuter des enjeux distributifs, comment nous pouvons discuter du modèle d'organisation de la société? C'est pas possible. Donc il y a une contradiction fondamentale entre le fait de refouler le distributif en disant nous tous, la tribu des vivants, etc., et le fait de dire il faut changer l'organisation ou le modèle, parce que changer le modèle, ça veut dire changer notre manière de résoudre les problèmes distributifs. Et la solution qui consiste à dire j'ai une solution qui consiste à donner à tout le monde pareil, cette solution est d'ordre fantasmatique. Donc elle n'a jamais marché. Il y a des raisons fondamentales pour lesquelles elle ne peut pas marcher telle qu'elle. Et de toute façon, personne ne peut dire voilà cet équilibre qu'on a mis 200 ans en se battant les uns avec les autres, hyper complexe, on va le remplacer d'emblée par un jeu qu'on peut décrire de manière assez simple, clac, 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 et tout le monde va rentrer là-dedans. Non, le changement de l'organisation sociale, il passe par un changement des distributions qui est quelque chose d'engagé, de compliqué, etc. Mais en tout cas, c'est absurde de vouloir parler de changement d'organisation sociale en ayant peur d'aborder la question distributive.